L'orage s'abattit sur la petite ville de Silver Creek tel un Mustang en furie. Soudainement, et avec une telle force que même les plus anciens habitants se hâtèrent de barricader leurs volets. Les éclairs fendaient le ciel comme des sabres acérés, et le tonnerre grondait comme si 2 trains s'étaient percutés quelque part dans la prairie. Clark Reynolds se tenait à la fenêtre de sa boulangerie, s'essuyant les mains sur son tablier couvert de farine. La pluie martelait le toit, avec une telle rage qu'elle couvrait même ses propres grognements, ce qui n'était pas une mince affaire. À 32 ans, Clark s'était forgé la réputation de l'homme le plus maussade du comté. On disait que son air renfrogné pouvait faire tourner le lait plus vite que la chaleur de l'été. « Fichu temps !» marmonna-t-il en observant les torrents d'eau transformer la rue principale en une rivière déchaînée. La pâte pour le pain du lendemain levait déjà dans les paniers, mais avec une telle humidité, elle risquait de ne pas monter correctement. Et si le pain était plat, toute la ville se plaindrait. Non pas que cela le préoccupe particulièrement. Les gens trouvaient toujours une raison de se plaindre. Soudain, une touche de couleur vive apparut dans le chaos gris de la pluie. Clark plissa les yeux, essuyant la buée sur la vitre. Une silhouette féminine sous un parapluie rouge vif tentait de se frayer un chemin dans la rue, en longeant les murs des maisons. Le parapluie s'agitait au vent comme une poule effarouchée, perdant manifestement la bataille contre les éléments. « Quelle idiote !» souffla Clark en reconnaissant la nouvelle institutrice. Susan quelque chose. Il n'avait pas pris la peine de retenir son nom de famille. Elle était arrivée en ville il y a à peine un mois, et depuis, se promenait chaque jour avec ce stupide parapluie rouge, comme si elle se rendait à une réception mondaine à Boston et non dans un trou perdu, où l'événement culturel le plus marquant était les bagarres d'ivrognes au saloon le samedi. Une rafale de vent lui arracha le parapluie des mains. La toile rouge s'envola, tourbillonna et dévala la rue comme une virevoltante. La femme resta plantée sous l'averse, regardant, désemparée, son abri s'éloigner. Clark secoua la tête et se détourna de la fenêtre. Ce n'était pas son problème. Qu'elle soit trempée jusqu'aux os, peut-être que la prochaine fois, elle y réfléchirait à 2 fois avant de sortir par un temps pareil. Il avait mieux à faire que de sauver des demoiselles stupides. Mais lorsqu'il jeta un nouveau coup d'œil dans la rue, son cœur se serra désagréablement. Suzanne était toujours là, les bras croisés sur sa poitrine, trempée, les cheveux collés au visage. Elle paraissait si perdue et sans défense que même son cœur endurci flancha. « Bon sang !» gronda Clark en retirant son tablier et en attrapant une vieille veste en cuir sur le comptoir. Il ouvrit brusquement la porte de la boulangerie et le vent s'engouffra à l'intérieur, dispersant la farine sur le sol. La pluie s'abattit sur lui comme des aiguilles glacées, trempant instantanément sa chemise. Clark traversa la rue en courant, ses lourdes bottes éclaboussant les flaques d'eau. « Hé !» cria-t-il en s'approchant de l'institutrice. « Vous avez perdu la tête. Vous allez attraper la mort. » Suzanne leva vers lui ses yeux, grands, sombres, pleins de larmes ou d'eau de pluie. Il ne pouvait le dire. De près, elle semblait encore plus fragile. Ses fines épaules tremblaient sous son châle mouillé, et ses lèvres étaient bleues de froid. « Mon parapluie » murmura-t-elle d'une voix chevrotante. « Il s'est envolé. Au diable votre parapluie. » Clark retira sa veste et la posa sur ses épaules. « Entrez avant de vous faire foudroyer. » Il la prit par le bras, si fin qu'il semblait pouvoir se briser au moindre mouvement brusque, et l'entraîna vers la boulangerie. Suzanne ne résista pas, se laissant guider comme si elle avait perdu toute capacité de penser par elle-même. Dans la boulangerie, il faisait chaud et sec. L'odeur du pain frais se mêlait à celle de la levure et de la cannelle, créant une atmosphère chaleureuse qui contrastait vivement avec la tempête qui faisait rage à l'extérieur. Clark poussa Suzanne vers le petit poêle dans le coin. « Réchauffez-vous » grommela-t-il en sortant d'un tiroir, une serviette usée mais propre. « Essuyez-vous. Vous mettez de l'eau partout. » Suzanne prit la serviette mais ne commença pas à s'essuyer tout de suite. Elle se tenait là, tremblant de tout son corps.
et le regardait avec des yeux qui semblaient se le voir pour la première fois. Et peut-être était-ce le cas. Jusqu'à présent, il s'était contenté de hocher la tête en se croisant. « Merci, » dit-elle doucement. « C'est très gentil à vous. » Clark renifla. « Gentil? Je ne veux juste pas que quelqu'un meure d'une pneumonie dans mon établissement. C'est mauvais pour les affaires. » Mais même en prononçant ces mots durs, il ne pouvait détacher son regard de son visage. Sans son chapeau, les cheveux mouillés collés à ses joues, elle paraissait très jeune. 25 ans tout au plus, et très belle, bien que Clark se serait plutôt mordu la langue que de l'admettre à voix haute. « Merci quand même, » répéta Suzanne en commençant à s'éponger les cheveux. « Je pensais que la pluie allait bientôt cesser, mais vous vous êtes trompé, » la coupa sèchement Clark. « Cet orage va durer jusqu'au matin. N'importe qui d'ici vous le dira. Mais vous n'êtes pas d'ici, n'est-ce pas ?» Il y avait une pointe de reproche dans sa voix, et Suzanne se raidit légèrement. Elle posa la serviette et se redressa, et Clark vit une lueur de fierté briller dans ses yeux. « Non, je ne suis pas d'ici, » répondit-elle d'un ton neutre. « Je viens de Chicago, et oui, je n'ai pas encore appris à lire la météo locale, mais j'apprends. »« Bien sûr, ricana Clark, et son ricanement contenait tant de sarcasme que la température dans la boulangerie sembla chuter de plusieurs degrés. « Une demoiselle de la ville qui apprend à vivre dans le Far West, ça doit être amusant. » Suzanne rougit, ses joues devinrent roses, de colère ou de la chaleur du poêle. « Qu'y a-t-il de si drôle ?» demanda-t-elle, sa voix se faisant plus ferme. « Oui, je viens d'une grande ville. Oui, beaucoup de choses sont nouvelles pour moi ici, mais je ne vais pas m'en excuser. » Clark croisa les bras sur sa poitrine. Il ne savait pas pourquoi il avait soudain commencé à la provoquer. Peut-être parce qu'elle lui rappelait le monde qu'il avait quitté. Un monde où les gens portaient de beaux vêtements, lisaient des livres et ne travaillaient pas du matin au soir, simplement pour survivre. « Ne vous excusez pas, » dit-il. « Ne soyez simplement pas surprise quand la réalité vous frappera en plein visage. Ce n'est pas Chicago, mademoiselle. Comment vous appelez-vous déjà ? » « Mademoiselle Chambers, » répondit froidement Suzanne. « Susan Chambers. Et la réalité m'a déjà frappé plus d'une fois, monsieur Reynolds. Je suis toujours là. » Alors, elle connaissait son nom. Pour une raison quelconque, cela le surprit. Et ce qui le surprit encore plus, c'est la lueur d'acier dans sa voix. Peut-être que cette citadine n'était pas aussi sans défense qu'elle en avait l'air. Dehors, un coup de tonnerre particulièrement puissant retentit, et Suzanne sursauta involontairement. Clark le remarqua et sentit une pointe de remords. La femme l'était encore effrayée et trempée, et il se comportait comme le dernier des rustres. « Restez ici jusqu'à ce que ça se calme, » dit-il en s'efforçant d'adoucir sa voix. « J'ai du café. »« Merci, mais je ne veux pas vous déranger, » répondit Suzanne en se dirigeant vers la porte. « Je préfère m'en aller. »« Attendez !» Clark fit un pas vers elle. « Il y a une tempête dehors. Vous allez être encore plus mouillé. »« Je le suis déjà, » remarqua-t-elle sèchement. « Et pour être honnête, je préfère la pluie à votre hospitalité. » Ces mots en frappèrent Clark plus fort qu'il ne s'y attendait. Il s'arrêta, la regardant se diriger vers la porte, le dos fièrement droit. Sa veste en cuir était toujours sur ses épaules, mais elle semblait l'avoir oubliée dans sa hâte de partir. « Mademoiselle Chambers », l'appela-t-il. Elle se retourna et il vit dans ses yeux un mélange de blessure et de déception. « La veste, » dit Clark, mal à l'aise, « c'est la mienne. » Suzanne baissa les yeux sur ses épaules, comme si elle ne se souvenait de la veste qu'à cet instant. Elle la retira rapidement et la lui tendit. « Bien sûr, pardonnez-moi. » Leurs doigts s'effleurèrent un instant, alors qu'ils reprenaient la veste, et Clark sentit quelque chose tressaillir en lui. Sa peau était froide, mais si douce. Suzanne. Commença-t-il, mais elle ouvrait déjà la porte. Le vent s'engouffra dans la boulangerie, apportant avec lui des éclaboussures de pluie et une odeur d'ozone. Suzanne fit un pas dans la tempête, sans se retourner.
et la porte claqua derrière elle avec un bruit sec. Clark resta là, la veste à la main, se sentant comme un parfait idiot. Il s'approcha de la fenêtre et la vit marcher rapidement dans la rue, longeant les murs des maisons. La pluie trempa instantanément sa robe. Mais elle ne courait pas, ne cherchait pas d'abri. Elle marchait lentement, avec dignité, comme si elle se promenait dans un parc par une journée ensoleillée. « Tête de mule », marmonna-t-il, mais il n'y avait plus de colère dans sa voix. Ce n'est que lorsqu'elle disparut de sa vue que Clark remarqua qu'il serrait la veste si fort que ses phalanges étaient devenues blanches. Sur le cuir, il restait un léger parfum de ses essences, quelque chose de floral, d'inhabituel pour la région. Il secoua la tête, essayant de chasser cette obsession. Et alors, il avait aidé une femme trempée. Rien d'extraordinaire. Demain, il redeviendrait des étrangers qui se contentent de hocher la tête en se croisant. Mais le reste de la nuit, en écoutant la pluie marteler le toit, Clark Reynolds pensa aux yeux sombres de l'institutrice et à la fierté avec laquelle elle avait tenu son dos en s'éloignant dans la tempête. Et le lendemain matin, lorsqu'il trouva sur le seuil de sa boulangerie son parapluie rouge, tout déchiré et sale, mais soigneusement plié, quelque chose tressaillit encore plus fort dans sa poitrine. 3 jours plus tard, tout Silver Creek bourdonnait comme une ruche dérangée. La cause en était une nouvelle altercation entre le boulanger Reynolds et la nouvelle institutrice. Sauf que cette fois, la moitié de la ville en avait été témoin. Clark pétrissait la pâte avec une telle fureur qu'on aurait dit qu'il essayait de la tuer. La cuillère en bois grinçait dans la masse épaisse, et la farine volait tout autour en flocons blancs. Devant la fenêtre de la boulangerie, une petite foule de curieux s'était rassemblée, principalement des femmes qui n'avaient rien de mieux à faire à une heure si matinale. « Maudite badaud !» grommela-t-il sans lever les yeux de son travail. Mais son cœur battait plus vite que d'habitude, et ses mains tremblaient légèrement. Pas de colère, de quelque chose d'autre, qu'il préférait ne pas nommer. Tout avait commencé si innocemment. L'avant-veille, il avait trouvé ce fameux parapluie rouge sur son seuil, déchiré et pathétique après la tempête. N'importe qui de normal l'aurait simplement jeté ou donné à une voisine pour qu'elle le raccommode. Mais Clark avait passé toute la soirée à s'occuper de ce stupide chiffon, à recoudre les trous et à essayer de redresser les baleines tordues. Pas par pitié pour l'institutrice. Simplement parce qu'il n'aimait pas que les choses soient gaspillées. Oui, c'était bien pour ça. Rien à voir avec le souvenir d'elle tremblant dans sa boulangerie, blottie contre le poêle chaud. Hier matin, il avait décidé de lui rendre le parapluie. Il avait frappé à la porte de la petite maison que louait Mademoiselle Chamber, mais personne n'avait répondu. Il avait alors laissé le parapluie sur le seuil avec un mot, « Votre propriété, c'est Reynolds ». Court et direct. Mais ce matin, le parapluie était de nouveau sur son seuil. Cette fois, avec son propre mot, écrit d'une écriture soignée d'institutrice. « Monsieur Reynolds, je vous remercie pour vos efforts. Mais ce parapluie est irréparable. Il ne fallait pas vous donner cette peine. S. Chambers. » Et c'est là que quelque chose en Clark explosa. Il ne fallait pas se donner cette peine. Il avait passé toute une soirée à s'acharner sur cette saleté, s'était piqué les doigts sur les baleines, et elle... Il attrapa le parapluie et se précipita vers l'école. Les cours n'avaient pas encore commencé, mais les enfants se rassemblaient déjà devant le perron, bavardant et riant. Clark fit irruption dans la salle de classe comme un ouragan, brandissant le maudit parapluie. Suzanne se tenait près du tableau noir, écrivant quelque chose à la craie. En entendant ses pas, elle se retourna et son visage passa de la surprise à la méfiance. « Monsieur Reynolds, est-ce qu'il s'est passé quelque chose ?» « S'il s'est passé quelque chose, » halta Clark, essayant de reprendre son souffle. « C'est à vous de me le dire. » Il jeta le parapluie sur son bureau. Quelques enfants, qui regardaient par les fenêtres, se mirent à ricaner. « J'ai passé la moitié de la soirée sur cette fichue chose, » continua Clark, ignorant son jeune public. « Je l'ai recousue, réparée, remise en état, et vous me dites qu'il ne fallait pas se donner cette peine. » Suzanne se redressa
et les lueurs familières dansèrent dans ses yeux. « Les enfants, allez jouer dans la cour, » dit-elle calmement. « Le cours commencera dans 10 minutes. » Les enfants se dispersèrent à contre-cœur, continuant de jeter des coups d'œil par les fenêtres. Suzanne attendit qu'il soit assez loin avant de se tourner vers Clark. « Monsieur Reynolds, je ne vous ai pas demandé de réparer mon parapluie, » dit-elle à voix basse, mais distinctement. « De plus, après notre conversation dans votre boulangerie, je pensais que nous nous étions compris. Vous avez clairement fait savoir que vous me considériez comme une citadine stupide, incapable de s'adapter aux conditions locales. Je n'ai pas... » « Laissez-moi finir, » l'interrompit-elle, et sa voix avait une telle autorité que Clark se tut involontairement. « Votre sollicitude soudaine m'a donc semblé peu sincère. J'ai pensé que vous répariez le parapluie par pitié, et je n'ai pas besoin de votre pitié, monsieur Reynolds. » Clark la dévisagea. De la pitié? Il avait passé une soirée à s'occuper de son stupide parapluie par pitié. Vous croyez que je n'ai rien d'autre à faire que de prendre en pitié toutes les... commença-t-il, mais il se tut en voyant ses yeux s'enflammer. Tout allait qui, monsieur Reynolds? Demanda Suzanne d'une voix dangereusement calme. Terminez votre pensée. Et il ne savait pas comment la terminer. Que voulait-il dire? Toutes les délicates citadines, toutes les institutrices trop sûres d'elles, ou simplement toutes les femmes qui le mettaient mal à l'aise dans sa propre peau? Écoutez, dit-il se sentant soudain stupide. Je voulais juste... Que vouliez-vous? Suzanne s'approcha et il sentit ce même parfum floral qui était resté sur sa veste. Montrer à la stupide citadine comment on traite les objets. Lui donner une leçon d'économie? Non. Bon sang, non. Clark passa une main dans ses cheveux. C'est juste que je n'aimais pas voir un bon objet gaspillé. Un bon objet? Suzanne prit le parapluie et le déplia. À travers les rustines et les trous, on voyait des morceaux de tissu de différentes couleurs. Clark avait visiblement utilisé tout ce qui lui était tombé sous la main. « Monsieur Reynolds, vous avez transformé mon parapluie en une courte pointe en patchwork. » Il y avait quelque chose d'étrange dans sa voix. Clark se tendit, s'attendant à une nouvelle vague de reproches. Mais Suzanne se mit soudain à rire doucement. « Excusez-moi, » dit-elle en couvrant sa bouche de sa main. « Mais vous pensiez vraiment que c'était réparable ?» Clark sentit le rouge lui monter au visage. « Eh bien, je ne m'y connais pas vraiment en ce genre de choses, » admit-il. « Mais il m'a semblé... Qu'avez-vous utilisé pour les rustines ?» Suzanne examinait le parapluie de plus près. « C'est un morceau de chemise à carreaux. Et ça, c'est un bout de torchon de cuisine. Ce que j'avais sous la main, » grommela Clark, se sentant comme un parfait idiot. Suzanne leva les yeux vers lui, et il y vit quelque chose de nouveau. Pas de la colère ni du mépris. Quelque chose de plus doux. « Vous avez passé toute une soirée à essayer de réparer une chose complètement irrécupérable, » dit-elle lentement. « Pourquoi ?» Ça, Clark ne le savait pas lui-même. Ou plutôt, il le savait, mais ne pouvait se résoudre à le dire à voix haute. Parce qu'il ne supportait pas l'idée qu'elle reste sans parapluie. Parce qu'il voulait la revoir se promener en ville, avec cette tache de couleur vive au-dessus de sa tête. Parce que... Je ne sais pas, dit-il simplement. Ça me semblait être la bonne chose à faire. Suzanne resta longtemps silencieuse, tournant le parapluie dans ses mains. Dehors, des voix d'enfants retentirent. Les élèves revenaient. « Monsieur Reynolds » dit-elle enfin. « Je dois commencer mon cours. »« Oui, bien sûr. » Clark se dirigea vers la porte, mais s'arrêta sur le seuil. « Mademoiselle Chambers. »« Oui ? Si vous avez besoin d'un nouveau parapluie, il y en a de pas mal à la boutique de Mortimer. » Elle ne répondit pas, mais il vit qu'elle le suivait du regard. Et alors qu'il sortait, il entendit un faible. « Merci. » Mais une surprise l'attendait dehors. Près de l'école, une foule de femmes s'était rassemblée.
Madame Kelly, Madame Brown, la vieille veuve Harris, et quelques autres dames qu'il connaissait de vue, mais dont il ignorait les noms. Toutes le regardaient avec une expression qui suggérait qu'une deuxième tête lui avait poussé. « Clark Reynolds !» s'exclama Madame Kelly, les mains sur les hanches. « Qu'est-ce que c'était que ça? Vous faites irruption dans l'école. Vous criez sur l'institutrice. »« Je n'ai pas crié !» objecta Clark. « Si, vous avez crié !» renchérit Madame Brown. La pauvre petite a dû avoir la peur de sa vie. Elle n'avait pas l'air effrayée, marmonna Clark en se frayant un chemin à travers la foule. Et c'était quoi ce parapluie? S'enquit la veuve Harris. Tout rapiécé. Son parapluie. Je l'ai réparé. Les femmes échangèrent un regard, et Clark y vit cette expression qu'il redoutait plus que tout. La compréhension, les suppositions, les conjectures. « Ah, je vois !» dit Madame Kelly d'une voix traînante, empreinte d'une joie non dissimulée. « Vous avez réparé le parapluie de l'institutrice. Quelle attention de votre part. Je n'aime juste pas que les choses soient dans ce gaspillé, répéta Clark, sa phrase fétiche. Bien sûr, acquiesça Madame Brown. Et nous qui pensions... Eh bien, vous savez, un célibataire de votre âge, une jolie jeune femme. Pensez ce que vous voulez, gronda Clark avant de s'éloigner, laissant derrière lui un caquetage excité. Mais le soir, toute la ville était au courant de la bromance entre le boulanger et l'institutrice. Au saloon, les vieux lui faisaient des clins d'œil et lui proposaient de boire à la santé de sa fiancée. À la boutique, Madame Mortimer lui demanda d'un air entendu s'il n'avait pas besoin d'ingrédients spéciaux pour ses pâtisseries. Même le shérif, en le croisant dans la rue, lui tapa sur l'épaule et lui conseilla de ne pas tarder à se marier. Clark, lui, se contentait de serrer les dents en pensant que demain matin, tout serait encore pire. Car ce soir-là, en pétrissant la pâte pour le pain du lendemain, il se surprenait sans cesse à penser aux yeux sombres de l'institutrice et à la façon dont elle avait doucement ri en voyant ses pitoyables tentatives de réparation. Et il se disait aussi que demain, il irait absolument chez Mortimer pour voir ce qu'il avait comme parapluie. Juste par curiosité. Pas parce qu'il voulait en acheter un pour une certaine personne au parfum floral dans les cheveux. Absolument pas pour ça. Dehors, le vent faisait bruire les feuilles des peupliers, et dans le four, le bois crépitait. Clark travaillait à son rythme habituel, mais ses pensées étaient loin de là. Dans une petite salle de classe, où une institutrice de Chicago pensait peut-être, elle aussi, à la conversation de ce matin, et au parapluie rapiécé qui se tenait maintenant dans un coin, près du tableau noir, comme le témoin muet que même les mains les plus rudes peuvent essayer de créer quelque chose de beau. Clark se tenait à la vitrine de sa boulangerie, observant Mademoiselle Chambers passer avec un nouveau parapluie, un simple modèle noir, acheté chez Mortimer. Pas de couleur vive, pas de défi. Comme si elle avait décidé de se fondre dans la masse grise et de ne plus attirer l'attention. Pour une raison quelconque, cela l'agaçait plus que de raison. Une semaine s'était écoulée depuis cette matinée mémorable à l'école, et toute la ville continuait de chuchoter. Hier, Madame Kelly avait même osé lui demander directement quand il comptait faire sa demande à cette charmante jeune fille. Clark avait répondu d'un tel grognement que la femme avait failli laisser tomber son panier de courses. Mais le pire, c'était que l'institutrice l'évitait ostensiblement. Avant, ils se saluaient au moins d'un signe de tête. Maintenant, elle traversait la rue dès qu'elle l'apercevait. Et quand c'était impossible, elle regardait simplement à travers lui, comme s'il était un fantôme. Et cela mettait Clark hors de lui. Il ne comprenait pas pourquoi l'opinion d'une citadine l'importait autant. Elle l'évitait, et alors, il avait bien assez à faire sans s'occuper des caprices d'une institutrice. La pâte ne se pétrissait pas toute seule, le pain ne cuisait pas tout seul, et les clients n'attendaient pas éternellement. Pourtant, chaque matin, il se surprenait à regarder par la fenêtre, attendant de voir la silhouette familière sous son parapluie noir. Et chaque fois qu'elle passait sans un regard dans sa direction, quelque chose se serrait dans sa poitrine. Puis, il se produisit quelque chose d'inattendu. Mercredi matin,
Alors que Clark disposait comme d'habitude le pain fraîchement cuit dans la vitrine, une petite fille s'approcha de la boulangerie. Elle avait environ 7 ans, des couettes blondes en désordre et le visage baigné de larmes. « Monsieur Reynolds » appela-t-elle doucement. Clark se retourna. Il connaissait cet enfant. Amy Johnson, la fille du fermier qui vivait en dehors de la ville. Une des élèves de Mademoiselle Chambers. « Que se passe-t-il, petite » demanda-t-il en s'accroupissant pour se mettre à son niveau. « Mademoiselle Suzy a dit que vous faites les meilleures brioches du comté, » sanglota Amy. « Et demain, c'est mon anniversaire, et maman avait promis de faire quelque chose de spécial. Mais elle est tombée malade, et papa ne sait pas cuisiner, et... » La fillette éclata en sanglots. Clark sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. « Mademoiselle Suzy » Alors, l'institutrice parlait de lui aux enfants, et en bien. « Ne pleure pas, » dit-il doucement. « On va trouver une solution. Quelles sont tes brioches préférées ?» Amy s'essuya le nez avec sa manche. « Celles à la cannelle, » avoua-t-elle. « Maman en achetait parfois à Chicago quand on y habitait. Elles étaient si sucrées et si moelleuses. » Clark hocha la tête. Il savait faire des brioches à la cannelle. La recette venait de sa mère, mais il n'en préparait que rarement, pour les grandes occasions. La garniture demandait trop de travail. « D'accord, » décida-t-il. « Reviens demain matin, j'aurai préparé les meilleures brioches à la cannelle du Texas. » Le visage d'Amy s'illumina. « Vraiment? Et combien ça coûtera ?» « C'est gratuit pour celle qui fête son anniversaire, » sourit Clark. « Mais ne le dis à personne, sinon toute la ville voudra des brioches gratuites. » La fillette hocha la tête et s'enfuit, en sautillant joyeusement. Clark resta sur le seuil, songeant à ce qu'il venait de promettre. Les brioches à la cannelle exigeaient une pâte spéciale, une garniture particulière et beaucoup de temps. Mais, pour une raison obscure, il avait envie de faire ce cadeau à la petite. Et il pensait aussi que Mademoiselle Chambers, Suzy, parlait de ses pâtisseries aux enfants. Que disait-elle exactement? Il se prépara toute la journée. Il pétrit une pâte spéciale avec du lait et des œufs, prépara une garniture de sucre brun, de cannelle et de morceaux de beurre. Le soir, la cuisine embaumait si fort que sa propre bouche s'en mit à saliver. Le matin, lorsque les premières brioches sortirent du four, dorées et parfumées, Clark réalisa qu'il en avait trop fait. Au lieu d'une douzaine, il en avait plus de 2. Mais il était hors de question de les jeter. Elles étaient parfaites, dodues, avec une croûte croustillante et un cœur tendre. Amy arriva tôt, avant même l'ouverture officielle de la boulangerie. Quand elle vit les brioches, ses yeux devinrent ronds comme des soucoupes. « Oh !» s'exclama-t-elle. « Elles sont si belles, et elles sentent comme un jour de fête. » Clark emballa une douzaine des meilleures brioches dans un panier doublé d'un linge propre. « Dis à ta mère que je lui souhaite un prompt rétablissement, » dit-il. « Et joyeux anniversaire à toi. » Amy se jeta sur lui et lui serra fort les jambes. « Merci, monsieur Reynolds, vous êtes le meilleur boulanger du monde. » Quand la fillette fut partie, le silence revint dans la boulangerie. Clark regarda les brioches restantes, ne sachant qu'en faire. Les mettre en vente. Mais il faudrait alors expliquer d'où venaient ces brioches à la cannelle. Il n'en avait jamais vendu auparavant. C'est alors que la clochette de la porte tinta et Susan Chambers entra. Elle s'arrêta sur le seuil, comme surprise de sa propre audace. Elle tenait un petit panier à la main, et son visage affichait une expression de détermination mêlée de gêne. « Monsieur Reynolds, » dit-elle formellement. « Bonjour. »« Bonjour, mademoiselle Chambers, » répondit Clark, s'efforçant de cacher sa surprise. « Que puis-je pour vous ?» Elle s'approcha du comptoir, et il sentit le parfum floral familier. Aujourd'hui, elle portait une simple robe bleue et un tablier blanc, modeste, mais qui lui allait bien. « Je voulais vous remercier, » dit-elle sans le regarder dans les yeux, « pour ce que vous avez fait pour Amy. La petite était si triste hier.
Il n'y a pas de quoi, l'interrompit Clark. N'importe qui aurait fait la même chose. Non, secoua la tête Suzanne. Pas n'importe qui, et pas gratuitement. Elle posa le panier sur le comptoir. J'ai apporté des pommes. De mon jardin, j'ai pensé qu'elles pourraient vous servir pour des tartes. Clark jeta un œil dans le panier. Les pommes étaient petites mais belles, avec une joue vermeille. Elles sentaient la fraîcheur et l'automne. Merci, dit-il. De belles pommes. Un silence gêné s'installa. Suzanne s'apprêtait manifestement à partir, mais quelque chose la retenait. Et Clark se demandait ce qu'il pouvait bien dire pour qu'elle ne parte pas tout de suite, maintenant qu'elle était là, pour la première fois en une semaine. « Mademoiselle Chambers, commença-t-il prudemment, est-ce que vous aimez les brioches à la cannelle ?» Elle leva vers lui des yeux surpris. « Les brioches à la cannelle ? Oui, beaucoup. À Chicago, j'en achetais souvent dans une petite boulangerie. Mais ici... Eh bien, je n'en ai vu nulle part. » Clark fit un signe de tête en direction de la plaque de brioche qui refroidissait. « J'en ai fait aujourd'hui pour Amy. Il en reste beaucoup. Voulez-vous goûter ?» Suzanne regarda les brioches, et une véritable envie se peignit sur son visage. Mais elle secoua aussitôt la tête. « Merci, mais je ne veux pas vous déranger. Allons donc. » Clark prenait déjà l'une des plus belles brioches. Elles vont se perdre de toute façon, et c'est dommage de jeter. Il lui tendit la brioche, et leurs doigts s'effleurèrent à nouveau. Cette fois, Suzanne ne retira pas sa main immédiatement. « Elles sont encore tièdes, » dit-elle, surprise. « Elles sortent juste du four, » confirma Clark. « Mangez-la avant qu'elles ne refroidissent. » Suzanne croqua dans la brioche, et une expression de pur bonheur apparut sur son visage. Elle ferma les yeux, mâchant lentement, et laissa échapper un petit gémissement de plaisir. « Mon Dieu, » souffla-t-elle, « c'est incroyable. D'où tenez-vous cette recette ?»« De ma mère, » répondit Clark la regardant manger. Étrangement, la voir se régaler était presque aussi agréable que de manger lui-même. Elle en faisait des à s'en lécher les doigts, et elle, votre mère, elle était aussi boulangère ? Le visage de Clark s'assombrit. Elle l'était, morte il y a 5 ans, de la fièvre. « Je suis désolé, » dit doucement Suzanne. « Je ne voulais pas vous peiner. Ce n'est rien. » Clark haussa les épaules. C'était il y a longtemps. Mais Suzanne sembla sentir son humeur. Elle termina sa brioche et secoua délicatement les miettes de ses doigts. « Elle serait fière de vous, » dit-elle soudainement. « Votre mère, vous faites des merveilles. » Clark leva les yeux vers elle. Sa voix ne contenait aucune politesse mondaine, seulement de la sincérité. « Qu'en savez-vous » demanda-t-il. « Peut-être qu'elle me gronderait pour mon mauvais caractère. » Suzanne sourit, pour la première fois depuis qu'ils se connaissaient. « Votre caractère n'est pas mauvais, » dit-elle. « Il est juste caché, comme sous une armure. » « Une armure ? Oui. Vous ne laissez personne s'approcher. Vous grognez, vous froncez les sourcils. Vous faites semblant que tout vous est égal. Mais en réalité, vous préparez des brioches gratuites pour une fillette de 7 ans. » Clark sentit le rouge lui monter au visage. « Ça ne veut rien dire, » marmonna-t-il. « C'est juste que je n'aime pas voir les enfants tristes. » « Bien sûr, » acquiesça Suzanne, mais une lueur espiègle brillait dans ses yeux. « Ça ne veut rien dire. Tout comme le fait que vous ayez passé une demi-soirée à vous occuper de mon parapluie. Le parapluie, c'est différent. Qu'est-ce qui est différent avec le parapluie ?» Clark hésita. Il ne pouvait pas lui dire la vérité, qu'il ne supportait pas l'idée qu'elle reste sans son symbole éclatant. Qu'il voulait revoir cette tache rouge dans la rue grise de la ville. « Je ne sais pas, » avoua-t-il honnêtement. « Ça me semblait juste être la bonne chose à faire. » Suzanne le regarda longuement, et il y avait quelque chose de nouveau dans son regard. Ni hostilité ni méfiance, de la curiosité, et autre chose qui faisait battre son cœur plus vite. « Monsieur Reynolds, » dit-elle lentement, « que se passerait-il si vous arrêtiez de vous cacher derrière votre armure ?
Je ne sais pas, répéta Clark. Je n'ai jamais essayé. Peut-être devriez-vous essayer. Il n'eut pas le temps de répondre, car la clochette de la porte tinta de nouveau. Le fermier Miller, un de ses clients réguliers, entra. En voyant l'institutrice, il souleva son chapeau. « Mademoiselle Chambers, bonjour. Clark. »« Bonjour, monsieur Miller, » répondit Suzanne avant de se tourner vers Clark. « Merci pour la brioche. Et pensez à ce que j'ai dit. » Elle se dirigea vers la porte, mais s'arrêta sur le seuil. « D'ailleurs, » dit-elle sans se retourner, « si vous refaites de telles brioches, faites-le-moi savoir. J'en achèterai une douzaine pour les écoliers. Ils ont mérité une récompense pour leur bonne conduite. » Et elle sortit, laissant derrière elle un parfum de fleurs et une subtile odeur de cannelle. Miller la suivit du regard et sourit en coin. « Une belle femme, » remarqua-t-il. « Et intelligente, dit-on. Il est temps de te marier, Clark. »« Vous commandez quelque chose ou vous êtes juste venu donner des conseils ?» grommela Clark, mais sans la moindre colère dans la voix. Et lorsque le fermier fut parti avec sa miche de pain frais, Clark resta seul avec ses pensées sur cette armure qu'il portait, apparemment, et sur ce qui se passerait s'il l'enlevait, et sur le fait que demain, il préparerait sans faute une autre fournée de brioches à la cannelle. Pour les écoliers, bien sûr, uniquement pour les écoliers. Clark se mit à préparer des brioches à la cannelle tous les jours. Au début, il se mentait à lui-même, prétendant que c'était pour les écoliers, puis qu'il perfectionnait simplement la recette. Finalement, il cessa de chercher des excuses, se contentant de disposer les brioches fraîches dans la vitrine chaque matin à 8 litres précises, juste au moment où Mademoiselle Chambers passait sur le chemin de l'école. Elle en achetait 2, chaque jour. Elle mangeait la première immédiatement, dans la rue, avec une expression de pur ravissement. La seconde, elle l'emportait avec elle, probablement pour son goûter. Et chaque jour, en observant ce rituel depuis sa vitrine, Clark sentait une étrange chaleur dans sa poitrine, comme s'il accomplissait quelque chose d'important, de nécessaire, comme si ses mains rudes étaient capables de créer non seulement du pain pour survivre, mais aussi de petits moments de joie. Les 2 premières semaines, ils n'échangèrent que des politesses. « Bonjour, merci, bonne journée. » Mais peu à peu, leurs conversations s'allongèrent. Suzanne lui parlait de ses élèves. Comment le petit Tommy avait enfin appris l'alphabet. Comment Sally avait écrit une magnifique rédaction sur sa famille. Comment les jumeaux Harris s'étaient encore battus pendant la récréation. Clark écoutait, étonné de la patience et de l'amour qui transparaissaient dans sa voix lorsqu'elle parlait des enfants. Lui, il lui parlait du pain, de l'importance de bien pétrir la pâte, de comment reconnaître la cuisson parfaite au son de la croûte, de la façon dont différentes familles de farine donnaient des saveurs distinctes. Suzanne écoutait avec une telle attention qu'on aurait dit qu'il lui révélait les secrets de l'univers. « Vous avez un talent, » dit-elle un jour en croquant dans une brioche encore tiède. « Pas seulement un savoir-faire, un vrai talent. Vous sentez la différence. » Clark Salia haussa les épaules, mais à l'intérieur, quelque chose vibra en réponse à ces mots. Ma mère disait qu'un bon boulanger doit mettre son âme dans la pâte, sinon, ce n'est que de la nourriture, pas du vrai pain. Votre mère était une femme sage, remarqua doucement Suzanne. Et vous, y mettez-vous votre âme? Il la regarda. Ses yeux sombres, ses lèvres légèrement poudrées de sucre glace, son doux sourire, et sentit quelque chose basculer en lui. Seulement depuis peu, avoua-t-il honnêtement. Elle comprit. À la façon dont ses joues s'empourprèrent, dont elle baissa les yeux, il sut qu'elle avait compris de quoi il parlait. Mais la situation se compliqua lorsque David Weston arriva en ville. Clark l'aperçut un samedi matin, un homme grand, en costume coûteux, qui examinait les maisons de la rue principale, avec l'air de quelqu'un qui évalue un achat. L'étranger s'arrêta près de l'école, sortit un carnet et y nota quelque chose. « Qui est Sens ?» demanda Clark à Jim Mortimer, lorsque celui-ci vint chercher son pain. « On dit qu'il vient de la commission scolaire de la capitale, » répondit le commerçant.
Il évalue le travail des instituteurs de campagne. J'ai entendu dire que certains sont mutés dans de plus grandes villes, s'ils ont fait leurs preuves. Une sensation glaciale étreignit le cœur de Clark. Muté? Oui. À Austin, à San Antonio. Le salaire est meilleur, les conditions aussi. Mortimer prit sa miche de pain. Pourquoi, Clark? Tu as peur qu'on nous enlève notre mademoiselle Chambers? Clark ne répondit rien. Mais il passa tout le samedi à penser que Suzanne pourrait partir. Retourner dans son monde, où les femmes portent de belles robes et ne se réjouissent pas comme des enfants devant des brioches à la cannelle. Lundi matin, elle arriva comme d'habitude, mais elle semblait préoccupée. « Bonjour » dit-elle d'une voix distraite. « Bonjour » répondit Clark en lui tendant ses 2 brioches habituelles. « Quelque chose ne va pas » Suzanne hésita puis soupira. Un inspecteur est venu à l'école. Monsieur Weston, il a observé mes cours toute la semaine dernière. Et alors? Il a dit que j'avais de bons résultats, que les enfants montraient un haut niveau de connaissance. Elle marqua une pause. Il m'a proposé un poste dans une école de San Antonio. Clark sentit le sol se dérober sous ses pieds. Et qu'avez-vous répondu? Que j'allais y réfléchir, dit doucement Suzanne. J'ai 1 semaine pour me décider. Elle prit les brioches et se dirigea vers la porte. Mais Clark ne put se retenir. Mademoiselle Chambers, elle se retourna. Est-ce que vous avez envie de partir? Suzanne resta longtemps silencieuse, le regardant dans les yeux. Je ne sais pas, avoua-t-elle. À San Antonio, je pourrais enseigner dans une meilleure école. Il y a une bibliothèque, un laboratoire, d'autres professeurs, tout ce dont j'ai toujours rêvé. Je vois, acquiesça Clark, s'efforçant de cacher la douleur dans sa voix. Mais ici... Elle s'interrompit. Ici, j'ai quelque chose que je n'avais pas à San Antonio. Quoi donc? Un foyer, dit-elle simplement. Pour la première fois de ma vie, je me sens chez moi. Et elle partit, laissant Clark le cœur battant à tout rompre. De toute la journée, il ne parvint pas à se concentrer sur son travail. Il brûla du pain, mit trop de sel dans la pâte, oublia 2 fois d'ajouter la levure. Le soir, la moitié de sa production était bonne à jeter. Et le soir même, David Weston vint le voir en personne. Monsieur Reynolds. L'inspecteur était un homme grand et distingué d'une 40aine d'années, avec une barbe soignée et des yeux intelligents. David Weston, de la commission scolaire. Puis-je vous prendre 1 minute de votre temps? Je vous écoute, grommela Clark sans cesser d'essuyer son comptoir. J'ai parlé à mademoiselle Chambers de la possibilité d'une mutation à San Antonio. Elle a mentionné qu'elle avait des attaches ici. Weston balaya la boulangerie d'un regard évaluateur. « Vous connaissez mademoiselle Chambers? Oui? À quel point? » Clark leva brusquement les yeux. « Et en quoi cela vous regarde-t-il? » Voyez-vous? Weston s'assit sur un tabouret près du comptoir. Mademoiselle Chambers est une pédagogue exceptionnelle. De tels talents sont rares. Sa place est dans les meilleures écoles du pays. Il serait regrettable qu'elle enterre son talent dans ce... Il désigna la boulangerie d'un geste de la main. Ce trou perdu. Peut-être que c'est à elle de décider où est sa place. Clark serra le chiffon si fort que ses phalanges blanchirent. Bien sûr, bien sûr. Weston sourit, mais son sourire était froid. Simplement, les gens prennent parfois de mauvaises décisions sous l'influence des émotions, surtout les femmes. Clark posa lentement le chiffon. « Monsieur Weston, si vous avez quelque chose à dire à mademoiselle Chambers, allez la voir. Qu'attendez-vous de moi? » Rien du tout. Weston se leva. J'espérais simplement qu'une personne qui se soucie réellement du bien-être de mademoiselle Chambers lui conseillerait de ne pas laisser passer une telle opportunité. Il se dirigea vers la porte, mais se retourna sur le seuil. Au fait, excellentes brioches à la cannelle. Mademoiselle Chambers en a partagé une avec moi ce matin. Elle a dit qu'elles étaient un spécial, car faites avec l'âme.
Ses yeux brillèrent. Très poétique pour un simple boulanger. Vous ne trouvez pas? Quand la porte se referma, Clark s'assit sur un tabouret et se prit la tête entre les mains. Weston avait raison. Suzanne méritait mieux. Une plus grande ville, une meilleure école, une vie plus intéressante. Que pouvait-il lui offrir? Une petite ville où l'événement le plus marquant était les bagarres d'ivrogne le samedi. Lui-même, un boulanger maussade aux mains calleuses et au sale caractère. Mais l'idée qu'elle puisse partir était insupportable. Le lendemain matin, Suzanne ne vint pas chercher ses brioches. Clark attendit jusqu'à 10 heures, puis se rendit à l'école. Les enfants jouaient dans la cour. Le cours n'avait pas encore commencé. « Où est mademoiselle Chambers ?» demanda-t-il à Amy. « Elle est malade », répondit la fillette. « Elle a dit à madame Kelly de nous renvoyer à la maison. » Clark sentit l'inquiétude le gagner. Suzanne ne manquait jamais les cours. Il se dirigea vers sa maison, un petit cottage au bout de la rue, qu'elle louait à la veuve Harris. Il frappa à la porte. « Qui est là ?» entendit-il une voix faible. « Clark Reynolds, je peux entrer ?» Une longue pause. « Entrez. » Il ouvrit la porte et vit Suzanne assise près de la fenêtre dans un fauteuil à bascule. Elle était pâle, les yeux rougis par les larmes. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il inquiet. « Vous êtes malade ?» Elle secoua la tête. « Juste fatiguée. De prendre des décisions. » Clark s'approcha. Sur la petite table à côté du fauteuil, il y avait une lettre. Il reconnut le papier à en-tête de la commission scolaire. « Vous avez décidé ?»« Oui, » dit doucement Suzanne. « Je pars à San Antonio. » Les mots le frappèrent comme un coup de poing. « Je vois. C'est la chose la plus sensée à faire, vous comprenez, » disait-elle sans le regarder. « Là-bas, il y a de meilleures opportunités. Plus de perspectives. » « Pas besoin d'expliquer, » l'interrompit Clark. « Vous avez raison. C'est là-bas que vous devez être. » Suzanne leva les yeux vers lui, et il y vit de la douleur. « C'est ce que vous pensez ?» Bien sûr, il se força à sourire. « Une grande ville, une vraie école. Qu'est-ce que vous feriez dans ce trou ?» Clark. « Quand partez-vous ?»« Samedi. » Sa voix tremblait. Monsieur Weston a dit que le plus tôt serait le mieux. « Alors, je vous souhaite bonne chance. » Et il se dirigea vers la porte, mais sa voix l'arrêta. « Clark, qu'adviendra-t-il des brioches ?» Il se retourna. Suzanne était assise, les mains jointes sur ses genoux, et le regardait comme s'il était son dernier espoir. « Quel bras ?» demanda-t-il, bien qu'il sût parfaitement de quoi elle parlait. « Celles à la cannelle. Celles que vous faites pour rien. » Clark haussa les épaules. « J'arrêterai probablement. À quoi bon s'il n'y a personne pour les manger ?» Quelque chose passa dans ses yeux. De la douleur, de la déception. Mais il ne se laissa pas le temps de comprendre. « Au revoir, mademoiselle Chambers. »« Au revoir, monsieur Reynolds. » Il sortit, refermant doucement la porte derrière lui. Puis il rentra chez lui et passa le reste de la journée à faire du pain, en colère contre la pâte, contre le four, contre le monde entier. Et surtout contre lui-même, pour n'avoir pas trouvé les mots pour lui demander de rester. La journée du vendredi passa comme dans un brouillard. Clark travaillait machinalement, pétrissant la pâte, façonnant les miches, surveillant le four. Mais ses pensées étaient loin, dans le petit cottage au bout de la rue, où Suzanne devait être en train de faire ses valises. Demain, elle partirait. Pour toujours. Cette pensée le rongeait de l'intérieur comme un loup affamé. Il essayait de se convaincre que c'était mieux pour tout le monde. Elle obtiendrait le travail de ses rêves et lui retrouverait sa vie d'avant, calme, prévisible, sans espoirs insensés. Mais alors, pourquoi chaque respiration lui était-elle si difficile? Le soir, lorsque le dernier client fut parti et que la boulangerie fut plongée dans son silence habituel, Clark s'assit à une table et, pour la première fois depuis des années, ne sut que faire de lui-même. D'habitude, ses soirées passaient vite. Nettoyage, préparation pour le lendemain,
lecture à la lueur d'une lampe. Ce soir, le temps se s'étirait douloureusement. Il se leva, fit les 100 pas dans la boulangerie, s'approcha de la fenêtre. La rue était déserte. Seule la lumière des fenêtres du saloon scintillait au loin. Demain, à la même heure, Suzanne serait dans un train qui l'emporterait vers sa nouvelle vie. Clark se détourna de la fenêtre et remarqua sur le comptoir le panier de pommes, celui que Suzanne avait apporté pour le remercier des brioches pour Amy. Il ne les avait toujours pas utilisées, remettant toujours à plus tard. Soudain, une idée lui vint, une tarte aux pommes. Sa mère en faisait souvent pour les grandes occasions, pour faire plaisir à quelqu'un ou pour dire au revoir. Peut-être qu'il pourrait faire une tarte pour Suzanne, en guise d'adieu. Cette pensée lui parut à la fois stupide et la seule chose juste à faire. Il retroussa ses manches et se mit au travail. Il prépara la pâte. Pas une pâte levée ordinaire, mais une pâte sablée, tendre et friable. Pendant qu'elle refroidissait, il coupa les pommes en fines lamelles, ajouta de la cannelle, un peu de sucre brun, une pincée de muscade. Travailler de ses mains l'avait toujours apaisé. Peu à peu, l'anxiété laissa place à la concentration. Il étala la pâte, la disposa soigneusement dans le moule, y répartit la garniture. Par-dessus, une autre couche de pâte, puis sa partie préférée. Il y découpa au couteau un motif de feuilles et de fleurs. Sa mère le lui avait appris quand il n'était qu'un garçon. Une tarte doit être non seulement bonne, mais aussi belle, disait-elle. Alors, elle ne se contente pas de nourrir, elle apporte de la joie. La tarte alla au four, emplissant la cuisine d'un arôme de pommes et de cannelle. Clark nettoya la cuisine, fit la vaisselle, mais resta à l'écoute. Pas d'odeur de brûlé, une cuisson parfaite. Quand la tarte fut prête, dorée, avec une croûte vermeille à travers laquelle on devinait la garniture parfumée, Clark ressentit une étrange satisfaction. C'était réussi. Sa mère aurait approuvé. Il attendit que la tarte refroidisse légèrement, l'enveloppa soigneusement dans un linge propre et sortit. La nuit était calme, étoilée. L'air sentait la poussière, les herbes sèches et les feux de camp lointains, les odeurs typiques d'un automne texan. Clark marchait lentement, sans se presser, comme pour retarder le moment de l'adieu. Chez Suzanne, une lumière brillait à la fenêtre. Il s'approcha de la porte et s'immobilisa, réalisant soudain toute l'absurdité de la situation. Qu'allait-il dire? Pourquoi était-il venu? Elle avait déjà pris sa décision, fait ses valises, se préparait à partir. Et voilà qu'il débarquait avec sa tarte. Mais il était trop tard pour reculer. Clark prit une profonde inspiration et frappa. Qui est là? Entendit-il une voix prudente. C'est Clark. Une longue pause, puis des pas, le grincement du plancher, le déclic d'une serrure. La porte s'ouvrit, et il vit Suzanne. Elle portait une simple robe d'intérieur, les cheveux dénoués et légèrement en désordre. Sur la table derrière elle, une valise ouverte, et à côté, des vêtements soigneusement pliés. « Clark, il s'est passé quelque chose ?» Sa voix était inquiète. « Non, tout va bien. » Il lui tendit le paquet. « Je vous ai apporté quelque chose. Pour la route. » Suzanne prit le paquet, déplia le linge et laissa échapper un hoquet de surprise. « Une tarte aux pommes !» Elle leva vers lui des yeux étonnés. « Vous l'avez faite avec mes pommes ?»« Oui. J'ai pensé que... La route est longue, et dans le train, on ne mange pas très bien. » Il s'interrompit, réalisant à quel point cela sonnait stupide. « Entrez » dit doucement Suzanne en s'écartant. « Vous n'allez pas rester sur le seuil. » Clark entra. L'intérieur sentait les fleurs et quelque chose de familier, de chaleureux. Sur la table, des livres, une tasse de thé à moitié vide. Dans un coin, ce même parapluie rapiécé qu'il avait un jour tenté de réparer. « Assieds-vous » dit Suzanne en posant la tarte sur la table. « Voulez-vous du thé ?» Je ne dirai pas non. Elle mit la bouilloire sur le feu, sortit des tasses. Ses mouvements étaient lents,
comme si elle non plus n'était pas pressée de faire ses adieux. « La tarte est magnifique », remarqua-t-elle en examinant le motif sur la croûte. « Qui vous a appris à faire ça ?»« Ma mère », répondit Clark. Elle disait que la nourriture doit réjouir non seulement l'estomac, mais aussi les yeux. « Une femme sage ?» Susan versa le thé dans les tasses. « Vous lui ressemblez. »« Moi ?» Ces brioches à la cannelle que vous faites chaque matin. Elles aussi réjouissaient plus que l'estomac. Clark sentit le rouge lui monter au visage. « C'est juste que... vous preniez juste soin de moi, » termina doucement Susan, « même en vous cachant derrière votre armure. » Ils burent leur thé en silence. Dehors, le vent faisait bruire les feuilles d'un vieux chêne. Et au loin, un chien aboya. « Susan, » dit enfin Clark, « je peux vous poser une question. »« Bien sûr. »« Voulez-vous vraiment partir ?» Elle ne répondit pas tout de suite, le regard fixé sur sa tasse. « Je ne sais pas, » avoua-t-elle honnêtement. « Ma raison me dit que c'est la bonne décision. À San Antonio, j'aurai tout ce dont j'ai toujours rêvé. Mais mon cœur dit autre chose. » « Que dit votre cœur ?» Susan leva les yeux vers lui, et il y vit des larmes. « Que je suis tombée amoureuse de cette petite ville, des enfants à qui j'enseigne, de l'odeur du pain frais le matin, d'un homme qui me prépare des brioches à la cannelle et répare des parapluies irrécupérables. » Le cœur de Clark s'emballa. « Susan, mais ce n'est pas suffisant, n'est-ce pas ?» l'interrompit-elle. « J'ai besoin de stabilité, d'une carrière, d'un avenir. Et que peut m'offrir Silver Creek? Que pouvez-vous m'offrir ?» Clark se leva, fit les 100 pas dans la pièce. Que pouvait-il lui offrir? Une petite boulangerie, une vie modeste, lui-même. Homme qui venait à peine d'apprendre à enlever son armure. « Rien d'extraordinaire, » dit-il doucement. « Juste de l'amour. » Susan s'immobilisa, la tasse aux lèvres. « Quoi ?»« Je vous aime, » répéta Clark en se tournant vers elle. « Probablement depuis le jour où je vous ai sorti de l'orage. Ou peut-être même avant, la première fois que je vous ai vu avec ce stupide parapluie rouge. » Des larmes coulèrent sur ses joues. « Clark, je sais que ce n'est pas ce dont vous avez besoin. Je ne suis ni riche ni instruit, j'ai un sale caractère. Mais je prendrai soin de vous. Je vous ferai des brioches tous les matins. Je réparerai tous vos parapluies, peu importe combien se casseront. » Il s'approcha d'elle, s'agenouilla à côté de sa chaise. « Restez, » la supplia-t-il. « Pas parce que c'est raisonnable ou juste, mais parce que sans vous, cette ville redeviendra un simple trou poussiéreux. Et moi je redeviendrai ce que j'étais, un vieil homme maussade qui ne sait que grogner. » Susan pleurait sans se cacher. « Et si je reste et que je le regrette? Si dans 1 an ou 2, nous réalisons que nous nous sommes trompés? Alors je vous conduirai moi-même à la gare, » dit Clark. « Et je ne vous en voudrai pas. Mais donnez-nous une chance, Susan. Donnez une chance à ce qu'il y a entre nous. » Elle le regarda longuement, très longuement. Puis elle se pencha et l'embrassa, un baiser léger, tendre, comme le contact d'une aile de papillon. « D'accord, » murmura-t-elle. « D'accord. » À cet instant, la pluie se mit à frapper à la fenêtre. La première pluie d'automne, celle qui laverait la poussière des rues et apporterait de la fraîcheur. Et dans la petite maison au bout de la rue, un homme et une femme étaient assis côte à côte, partageant une tarte aux pommes et un nouvel espoir. Demain matin, David Weston trouverait dans sa chambre une note. « Je vous remercie pour votre offre, mais je reste à Silver Creek. Cordialement, Susan Chambers. » Et demain matin aussi, pour la première fois depuis des semaines, Clark ne ferait pas de brioches à la cannelle. Parce que maintenant, il avait une raison d'en faire chaque jour pour le reste de sa vie. 3 mois plus tard, Silver Creek s'éveilla au son des cloches de mariage. Clark se tenait devant l'autel de la petite église, sentant ses mains trembler. Son nouveau costume, le premier en 10 ans, était inconfortable. Sa cravate l'étouffait, et ses chaussures le serraient. Mais lorsque les portes de l'église s'ouvrirent et qu'il vit Suzanne dans une simple robe blanche, une couronne de fleurs des champs dans les cheveux,
tout son inconfort s'évanouit d'instantanément. Elle était magnifique, et elle venait vers lui. Le chemin entre sa décision de rester et ce jour n'avait pas été des plus simples. Les premières semaines furent une période de découverte mutuelle prudente. Non plus l'institutrice et le boulanger échangeant des politesses, mais un homme et une femme qui avaient décidé de s'ouvrir l'un à l'autre. Clark découvrit que derrière le calme apparent de Suzanne se cachait une passion surprenante. Elle parlait des livres avec une telle ferveur que ses héros semblaient être ses amis proches. Elle décrivait ses projets pour l'école comme si elle s'apprêtait à bâtir un nouveau monde. Et elle riait. Mon Dieu, comme elle riait. De ses tentatives maladroites de la courtiser. Suzanne, de son côté, découvrit le Clark rêveur. Celui qui, enfant, voulait devenir explorateur, découvrir des terres lointaines, mais qui était resté à la maison lorsque son père était tombé malade. Celui qui lisait des livres d'histoire et pouvait parler pendant des heures, des civilisations anciennes. Celui qui, sous l'écorce rugueuse du boulanger, cachait une âme tendre. « Savez-vous ce qui m'a le plus frappé ?» lui dit-elle un soir, alors qu'ils étaient assis sur le porche de sa maison à regarder les étoiles. « Vous ne vous plaignez jamais. »« De quoi devrais-je me plaindre ?» s'étonna Clark. « Eh bien, que la vie ne se soit pas déroulée comme vous l'aviez prévu, qu'au lieu de voyager, vous soyez resté faire du pain dans une petite ville. » Clark réfléchit. « À quoi bon se plaindre? La vie, c'est comme la pâte. On peut se lamenter longtemps qu'elle n'est pas comme on le voudrait. Ou on peut prendre ce qu'on a et en faire quelque chose de bon. »« Un philosophe ?» rit Suzanne. « Mon boulanger est un philosophe. »« Votre boulanger ?» répéta Clark, et il y avait tant de tendresse dans ces mots qu'elle en rougit. Il lui fit sa demande en décembre, lors de la première neige. Il l'amena à sa boulangerie tôt le matin, alors que la ville dormait encore. Sur le comptoir, il y avait un pain spécial, en forme de cœur, avec des raisins secs formant les mots « Épouse-moi ». « C'est en guise de bague, » dit-il, embarrassé. « J'achèterai la bague plus tard, mais ça, c'est ce que je sais faire de mieux. » Suzanne regarda longuement le pain, puis lui. « Seulement si vous promettez de faire quelque chose de semblable à chaque anniversaire, » dit-elle. « Promis. Et des brioches à la cannelle, tous les matins. Tous les matins. Alors oui. » Et elle l'embrassa au milieu de la poussière de farine, parmi les arômes de levure et de cannelle, dans sa future maison. Maintenant, devant l'autel, Clark se souvenait de ce baiser et de tous ceux qui avaient suivi. Les fiançailles dans une petite ville sont une affaire publique. Tout le monde savait tout sur tout le monde, et leur romance était devenue une source inépuisable de commérages et de conseils. Madame Kelly insistait pour un mariage fastueux avec de la dentelle et des musiciens de la grande ville. La veuve Harris conseillait de se marier au plus vite, avant que la petite ne change d'avis. Le shérif proposait ses services comme témoin, et le docteur Williams un examen médical, pour garantir une descendance saine. Mais Clark et Suzanne voulaient un mariage simple. Juste eux, le prêtre, quelques témoins et les enfants de l'école, que Suzanne considérait comme sa famille. « Monsieur Reynolds », murmura le pasteur Thomas, alors que Suzanne arrivait à l'hôtel. « Respirez. Il ne faudrait pas que la mariée ait à rattraper le marié s'il s'évanouit. » Clark expira, réalisant seulement maintenant qu'il avait retenu son souffle. Suzanne se plaça à côté de lui, et il sentit le parfum familier des fleurs. Sauf qu'aujourd'hui, il se mêlait à l'odeur des vraies fleurs de sa couronne. « Salut », dit-elle doucement. « Salut », répondit-il, « tu es belle. Toi aussi. Même si ta cravate a l'air d'un nœud coulant. Je l'enlèverai après la cérémonie. Je promets de t'aider, sourit-elle, et le prêtre tout sauta discrètement. Si vous êtes prêts, nous pouvons commencer. La cérémonie fut courte et simple. Clark écoutait les mots familiers sur l'amour et la fidélité, répondant quand il le fallait. Mais son esprit semblait se dédoubler. Une partie de lui participait à l'événement, l'autre n'arrivait pas à croire que c'était réel. Lui, Clark Reynolds, le boulanger maussade que tout le monde considérait comme un célibataire endurci,
épousait la plus belle femme du comté. Et non seulement elle le supportait, mais elle l'aimait. Il le voyait dans ses yeux chaque jour depuis 3 mois. « Vous pouvez embrasser la mariée », annonça le pasteur. Clark se pencha vers Suzanne, mais elle se recula de manière inattendue. « Attendez, » dit-elle en fouillant dans son petit sac. « J'ai un cadeau pour vous. » Elle en sortit quelque chose de vif, de rouge, de familier. Clark eut un hoquet de surprise. C'était un parapluie. Pas le vieux, rapiécé, mais un nouveau. Exactement de la même couleur rouge vif que le premier, celui qu'il avait amené dans sa vie. « Où l'as-tu trouvé » demanda-t-il stupéfait. « Je l'ai commandé à San Antonio, » sourit Suzanne. « Spécialement assorti à l'ancien. Vous souvenez-vous de ce que vous m'avez dit le premier soir quand j'étais trempé sous la pluie ?» Clark fronça les sourcils, essayant de se souvenir. « Il me semble que je n'ai pas été très poli. Vous avez dit beaucoup de choses, mais vous avez aussi dit que si je n'avais pas peur de la pluie. » Elle lui tendit le parapluie. « Eh bien, si vous n'avez pas peur de la pluie, je n'ai pas peur de l'amour. » Le silence dans l'église était si profond qu'on pouvait entendre le crépitement des bougies. Clark prit le parapluie, léger, élégant, sentant le tissu neuf et l'espoir. Suzanne. Cela signifie que peu importe où la vie nous mènera, quelles que soient les tempêtes qui surviendront, nous les affronterons ensemble, dit-elle. Et s'il le faut, j'accrocherai ce parapluie à votre porte chaque jour, jusqu'à la fin de ma vie. Clark ne pouvait plus parler. Il avait une boule dans la gorge et ses yeux s'embuèrent. Il se contenta de hocher la tête et de l'attirer à lui. Le baiser fut long, tendre, plein de promesses. Les enfants de l'école applaudirent et rirent. Les adultes essuyèrent des larmes. Et le pasteur Thomas souriait comme s'il venait lui-même de se marier. Après la cérémonie, il y eut un modeste déjeuner chez les Mortimer. Clark avait préparé un gâteau de mariage spécial. À 3 étages, décoré de roses en sucre qu'il avait modelé toute la semaine précédente. Au sommet du gâteau, 2 figurines. Un boulanger avec une minuscule miche de pain à la main et une institutrice avec un livre. « Où avez-vous trouvé de telles figurines » s'émerveilla Madame Kelly. « Je les ai sculptées moi-même, » dit Clark embarrassé. « En bois. J'étais assez doué quand j'étais enfant. » Notre mariée a du talent, dit fièrement Suzanne, et Clark sentit quelque chose se détendre dans sa poitrine. Le soir, ils se retrouvèrent seuls dans la maison de Suzanne, désormais leur maison commune. Clark avait vendu son petit appartement au-dessus de la boulangerie et avait emménagé avec sa femme. Sa femme. Ce mot sonnait encore étrange, mais si doux. Ils étaient assis sur le porche, comme le premier soir où il lui avait avoué son amour. Suzanne s'était blottie contre lui, la tête sur son épaule. Le parapluie rouge était posé à côté, appuyé contre la balustrade. « À quoi pensez-vous, mon mari » demanda-t-elle doucement. « Que les miracles existent, » répondit Clark, « et que parfois ils prennent la forme d'un orage et d'une institutrice trempée avec un parapluie rouge. »« Et moi, je pense aux brioches à la cannelle, » rit Suzanne. « J'espère que j'en aurai demain matin. »« Chaque matin, jusqu'à la fin de nos jours, » promit Clark, « et même plus longtemps, s'il le faut. » Au loin, le tonnerre gronda, un nouvel orage approchait. Mais cette fois, ils n'avaient pas peur. Ils avaient un foyer, ils avaient de l'amour, et ils avaient un parapluie rouge. Symbole que même les plus fortes tempêtes peuvent être surmontées à 2. Clark serra sa femme plus fort et pensa à sa mère. Se serait-elle réjouie de son choix? Certainement. Car Suzanne était de ces femmes qui savent transformer une maison en un véritable foyer, et la vie en une fête. Et le matin, lorsque les premiers rayons de soleil touchèrent les fenêtres de la boulangerie, Clark Reynolds se leva plus tôt que d'habitude et se mit au travail. Il avait une femme qui attendait ses brioches à la cannelle, et il comptait les lui préparer chaque jour, en y mettant tout son amour, car il savait maintenant que le bon pain ne vient pas seulement des bons ingrédients. Le secret principal, c'est l'âme que le boulanger y met. Et son âme, enfin, avait trouvé son foyer.